La rame du métro ligne 6 tangue doucement entre Bir Hakeim et Passy. Je lève les yeux de mon téléphone par habitude, observant les visages fatigués des Parisiens en cette fin d'après-midi d'octobre. C'est alors que je le vois, lui, après toutes ces années. Il porte un costume sombre qui contraste avec ses mains calleuses, des mains que je reconnaîtrais entre mille. Ses cheveux grisonnent aux tempes maintenant, mais ses yeux verts n'ont pas changé. Ces mêmes yeux qui me regardaient avec tant d'intensité dans les champs de la vente de Provence, il y a une éternité. Mon cœur s'emballe. 10 ans, 10 années entières depuis cette nuit où tout s'est effondré, où j'ai fui sans explication, terrorisé par mes propres démons. Je me recroqueville sur mon siège, espérant qu'il ne me remarquera pas dans cette foule compacte. Mais le destin en décide autrement. Ses yeux balayent le wagon et s'arrêtent sur moi. Son visage se fige. La reconnaissance traverse ses traits comme un éclair. Puis, traversant la mer de corps pressés, il s'avance vers moi avec détermination. Mon souffle se bloque dans ma gorge. « Estelle !» dit-il d'une voix rauque qui me transperce. « Je te cherche depuis 10 ans. » Ces mots résonnent dans le wagon bruyant comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. 10 ans. Il m'a cherché pendant 10 ans, alors que moi, j'ai tout fait pour disparaître, pour oublier, pour me convaincre que nous n'étions qu'une erreur de jeunesse. Mais son regard me dit que rien n'est terminé, que notre histoire n'a jamais vraiment pris fin, et que dans ce métro parisien, entre 2 stations, ma vie va basculer à nouveau. Si vous voulez découvrir ce qui va se passer entre Estelle et cet homme mystérieux qui l'a cherché pendant une décennie, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette histoire d'amour intense et bouleversante. Je m'appelle Estelle Moreau, j'ai 43 ans et je pensais avoir enterré mon passé sous les pavés de Paris. Après avoir quitté la Provence à 28 ans, j'ai reconstruit ma vie pierre par pierre. Un appartement dans le Marais, une carrière respectable en tant qu'éditrice, des amis fidèles qui ignorent tout de la femme que j'étais avant. Je me suis créé une existence ordonnée, prévisible, safe. Pendant 15 ans, cette stratégie a fonctionné. Je me levais, je travaillais, je rentrais chez moi. Parfois, je sortais avec des hommes gentils et sans relief, qui ne posaient jamais trop de questions. Je buvais du vin blanc avec Claire et Dominique le vendredi soir. Je visitais des expositions le dimanche. Une vie parisienne classique, une vie qui me convenait parfaitement parce qu'elle ne me demandait rien d'autre que d'exister en surface. Mais ce mercredi 12 octobre, dans le métro ligne 6, alors que le soleil couchant illuminait la Seine en contrebas, mon passé m'a rattrapé. Sous les traits de Mathieu Beaumont, l'homme que j'avais aimé avec une violence qui me terrifiait. L'homme que j'avais abandonné sans un mot une nuit d'été. Mathieu, le fils de vigneron, devenu propriétaire d'un domaine agricole en Provence. Mathieu, qui cultivait la lavande et les oliviers avec la même passion qu'il mettait à m'aimer. Mathieu, que je croyais avoir laissé derrière moi pour toujours, comme on abandonne une version de soi-même devenue trop dangereuse. Et maintenant, il se tient devant moi dans ce wagon bondé, les yeux remplis de questions que je ne veux pas entendre. Prononçant ces mots qui font trembler tous mes remparts. Les portes du métro se referment derrière Mathieu au moment précis où la rame s'ébranle vers Trocadéro. Nous sommes coincés ensemble dans cet espace confiné, et je n'ai nulle part où fuir. Mon cœur bat si fort que je suis certaine qu'il peut l'entendre malgré le vacarme ambiant. « Tu ne dis rien », constate-t-il en se tenant à la barre au-dessus de moi. Sa voix a cette texture grave que je reconnaîtrai les yeux fermés, même après toutes ces années. Une voix qui sent la terre chaude et le romarin. Je déglutis avec difficulté, mes mains serrant mon sac contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. Les mots se bousculent dans ma gorge sans parvenir à franchir mes lèvres. Que dire à un homme qu'on a aimé follement et qu'on a quitté comme une voleuse, le laissant se réveiller dans des draps froids, avec pour seule explication un mot griffonné. Pardon, Ma voix se brise. Je tousse, essayant de retrouver une contenance. Autour de nous, les passagers sont absorbés par leur téléphone, leurs livres, leur fatigue. Personne ne remarque le drame qui se joue entre nous. Je ne m'attendais pas à te voir. Un sourire amer étire ses lèvres. Ce n'est pas le sourire dont je me souviens, celui qui illuminait son visage quand il me regardait marcher pieds nus dans la lavande. C'est quelque chose de plus dur.
de plus abîmé. 15 ans, Estelle, 15 ans que je vis à Paris. Le choc me traverse comme un courant électrique. Quoi? Je suis parti 6 mois après toi. J'ai cherché d'abord en Provence, puis j'ai élargi mes recherches. Marseille, Lyon, Bordeaux, et finalement Paris, parce que c'est là que fuient tous ceux qui veulent disparaître. Mes doigts se crispent sur la sangle de mon sac. 15 ans. Il était là, dans la même ville que moi, pendant tout ce temps. Combien de fois nous sommes-nous croisés sans le savoir? Dans quelle rue? Quel café? Quel musée? Tu n'avais pas le droit, je murmure. Surprise par la colère qui monte en moi, une colère irrationnelle, injuste mais viscérale. Tu n'avais pas le droit de me chercher. Ses yeux verts se durcissent. Et toi, tu avais le droit de partir comme ça? Sans explication, sans me laisser une chance de comprendre, le métro ralentit en approchant de Trocadéro. Je bondis sur mes pieds, bousculant un adolescent qui lâche un juron. Il faut que je sorte, que je m'éloigne de lui, de cette conversation, de toutes ces émotions que j'ai passées, 15 ans à enterrer. Mais la main de Mathieu attrape mon poignet au moment où les portes s'ouvrent. Pas avec force, pas comme une contrainte, juste assez pour me retenir. « S'il te plaît », dit-il, et dans ces 2 mots, j'entends toute la fatigue d'une quête de 15 ans. Donne-moi juste 10 minutes en échange de 10 ans de recherche. Les passagers affluent autour de nous, certains sortant, d'autres montant. Je devrais m'arracher à son emprise, descendre sur le quai, me perdre dans la foule. C'est ce que j'ai toujours fait, fuir, me protéger, survivre. Mais quelque chose dans ses yeux m'arrête, une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue, même dans notre intimité la plus profonde. Mathieu a toujours été cette force inébranlable, cet homme qui savait qui il était et ce qu'il voulait. Là, dans ce métro parisien, il ressemble à quelqu'un qui a cherché si longtemps qu'il ne sait plus vraiment ce qu'il trouvera au bout du chemin. Les portes émettent l'heure, signal sonore d'avertissement. Dans quelques secondes, elles se refermeront. « Il y a un café », je dis précipitamment, détestant chaque mot qui sort de ma bouche. « Rue de Longchamp, le Petit Passy ». Ses doigts relâchent mon poignet. Je me précipite hors du wagon, le laissant derrière moi. Mais au moment où je me retourne, je le vois descendre à son tour, juste avant que les portes ne se ferment. Il me rattrape sur le quai, gardant une distance respectueuse entre nous. Nous montons les escaliers, en silence, émergeons dans l'air frais d'octobre. Le Trocadéro est bondé de touristes photographiant la Tour Eiffel. Nous sommes 2 fantômes, se frayant un chemin dans cette foule insouciante. Le café est à 5 minutes de marche. Chaque pas résonne dans ma tête comme un tambour funèbre. Je me dirige vers l'endroit où je vais enterrer définitivement mon passé, ou au contraire, lui permettre de ressusciter. Quand nous poussons la porte du Petit Passy, la chaleur du lieu m'enveloppe. L'odeur un café fraîchement moulu, des croissants, de la vie normale. Mathieu désigne une table au fond, loin des fenêtres. Un endroit discret pour des retrouvailles que personne ne devrait voir. Nous nous asseyons face à face et je réalise que les 10 minutes qu'il a demandées pourraient bien changer toute ma vie. La serveuse s'approche avec son sourire professionnel, son carnet à la main. Mathieu commande un café noir, moi un thé vert. Nos choix habituels, ceux que nous prenions à l'époque. Je me demande s'il s'en souvient, si ce détail a traversé les années comme un petit caillou dans sa mémoire. Quand elle s'éloigne, le silence s'installe entre nous, épais comme un brouillard. Je fixe mes mains posées sur la table, remarquant les ridules qui n'existaient pas quand nous nous sommes rencontrés. J'avais 26 ans alors, lui 29. Nous étions jeunes, pleins d'avenir, inconscients de la manière dont la vie peut vous broyer. « Pourquoi maintenant ?» je demande finalement, relevant les yeux vers lui. « Pourquoi, après toutes ces années, tu continues à chercher ?» Il se penche en arrière, son regard scrutant mon visage, comme s'il essayait de retrouver la femme qu'il a connue, sous les traits de celle que je suis devenue. Parce que je n'ai jamais eu de réponse, parce qu'on ne construit rien de solide sur une disparition. Tu aurais dû continuer ta vie. Oublier. J'ai essayé. Son rire est sans joie. Tu crois que je n'ai pas essayé? J'ai vendu la ferme 3 ans après ton départ. Je ne supportais plus de me réveiller dans cette maison où chaque pièce me rappelait toi. Les vignes, les oliviers, la lavande, tout ça me brûlait les yeux. La culpabilité me serre la gorge. J'avais imaginé qu'il continuerait sa vie,
qu'il trouverait une femme du pays qui comprendrait son amour de la terre, qui lui donnerait des enfants et vieillirait à ses côtés dans cette Provence que j'avais tant aimée. Je suis désolé, je murmure, et ces mots sonnent terriblement inadéquats. Je ne veux pas d'excuses. Sa voix est ferme, mais pas dure. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, Estelle? On était heureux. Du moins, je le croyais. Les souvenirs affluent, malgré moi. Cette dernière soirée sur la terrasse, les cigales chantant dans la nuit chaude de juillet, nous avions fait l'amour sous les étoiles, et il m'avait dit qu'il voulait m'épouser. Pas une demande officielle, juste une déclaration d'intention prononcée contre ma peau, entre deux baisers. Je veux que tu sois ma femme, je veux vieillir avec toi dans cette maison. Et moi, au lieu de me sentir heureuse, j'avais été saisie par une terreur si violente que j'avais failli vomir. Pas à cause de lui, à cause de moi, de ce que j'étais, de ce que je craignais de devenir. La serveuse revient avec nos boissons, interrompant le fil de mes pensées. Je saisis ma tasse comme une bouée de sauvetage, sentant la chaleur se propager dans mes paumes. J'avais peur, je dis, finalement, les mots s'arrachant de ma gorge. Peur de ce que nous étions en train de construire. Peur de quoi? De moi? Non, jamais de toi. Je lève les yeux vers lui, voulant qu'il comprenne au moins ça. De moi, de l'intensité de ce que je ressentais, de la manière dont je me perdais en toi. Il secoue la tête incrédule. Tu es parti parce que tu m'aimais trop? Formulé comme ça, cela semble absurde, mais c'est exactement ça. Ma mère était comme ça. Elle aimait mon père avec une telle dévotion qu'elle s'est effacée complètement. Elle n'existait plus qu'à travers lui. Et quand il est parti avec sa secrétaire, elle s'est effondrée. Littéralement effondrée. Elle a passé 2 ans en hôpital psychiatrique. Mathieu se fige, sa tasse à mi-chemin de ses lèvres. Tu ne m'as jamais dit ça. Je ne parlais jamais d'elle. C'était trop douloureux. Les larmes me brûlent les yeux, mais je les retiens. J'avais 16 ans quand c'est arrivé. Je l'ai vu se vider de sa substance, devenir une coquille vide. Et j'ai juré que je ne deviendrais jamais comme elle, que je ne laisserais jamais un homme avoir ce pouvoir sur moi. Il pose sa tasse, ses mains se rejoignant sur la table. Des mains que je connais par cœur, qui ont caressé chaque centimètre de ma peau, qui ont planté des oliviers et récolté la lavande. Des mains honnêtes, travailleuses. Mais je n'étais pas ton père, Estelle. Je sais. Ma voix se brise. Rationnellement, je le savais. Mais cette nuit-là, quand tu as parlé de mariage, de futur, ensemble, j'ai senti les murs se refermer sur moi. J'ai vu ma mère dans le miroir, et j'ai paniqué. Le silence retombe entre nous. Mais c'est un silence différent maintenant. Plus lourd de compréhension, moins chargé de reproches. Tu aurais pu me parler, dit-il doucement. On aurait pu en discuter. J'avais 28 ans, Mathieu. J'étais jeune, effrayé, stupide. Je pensais que fuir était la seule solution, que si je disparaissais, je me sauverais. Et tu t'es sauvé? Je regarde par la fenêtre du café, observant les passants qui se hâtent dans la nuit tombante. 15 ans de fuite, 15 ans de vie rangée et contrôlée, 15 ans à tenir les gens à distance. Non, je murmure, je me suis juste enfermé dans une autre prison. Une prison dont j'avais les clés, certes, mais une prison quand même. Dessus la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. Un geste suspendu, une question silencieuse. « Je ne suis pas venu pour te reconquérir, » dit-il. Et ces mots me transperçant plus que je ne voudrais l'admettre. Je suis venu pour tourner la page, pour comprendre enfin ce qui s'est passé et pouvoir avancer. Tourner la page, c'est ce que je voulais aussi, non ? C'est pour ça que j'ai accepté de venir ici, de lui parler. Alors pourquoi ces mots me font-ils aussi mal? Je retire ma main avant qu'il ne la touche. Un réflexe pavlovien que je regrette immédiatement, en voyant quelque chose s'éteindre dans ses yeux. « Parle-moi de ta vie », je dis, changeant de sujet, ayant besoin de respirer. « Tu as dit que tu avais vendu la ferme. Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Il hésite, puis se laisse aller contre le dossier de sa chaise, acceptant la diversion. Je suis devenu consultant en agriculture biologique. J'aide des exploitations à se convertir, à optimiser leurs pratiques. C'est ironique, non? J'ai fui la terre, mais je n'ai jamais pu m'en éloigner vraiment. Un sourire triste étire mes lèvres.
Tu étais né pour ça, pour faire pousser les choses, les nourrir, comme toi tu étais né pour les mots. Il désigne mon sac d'où dépasse un manuscrit. Tu es devenue éditrice, j'imagine. Comment tu sais? J'ai cherché, Estelle. Pendant des années, j'ai fini par trouver ton nom dans les crédits d'un roman publié chez Gallimard il y a 5 ans. Mais quand j'ai appelé la maison d'édition, ils ont refusé de me donner tes coordonnées. L'idée qu'il ait été si proche qu'un simple appel téléphonique nous séparait me donne le vertige. Combien de fois ai-je décroché mon téléphone au travail sans savoir qu'il essayait de me joindre? Ils ont bien fait, je murmure. J'aurais refusé de te parler. Et maintenant, sa voix est douce, mais insistante. Maintenant que nous sommes face à face, tu regrettes? Je regarde mon thé refroidir, les feuilles qui dansent encore au fond de ma tasse. Regretter. Quel mot étrange. Je regrette tellement de choses. De l'avoir quitté, de ne pas avoir eu le courage de rester, de toutes ces années perdues. Mais en même temps, je sais que si je pouvais remonter le temps, je referais probablement les mêmes choix, par peur, par instinct de survie mal placé. Je ne sais pas, j'avoue. Une partie de moi voudrait que tu ne m'aies jamais retrouvé. L'autre, il se penche vers moi et je sens cette intensité qui m'avait tellement attiré et effrayé à la fois. L'autre se demande ce qui se serait passé si j'étais resté. Le silence qui suit est chargé de tous les futurs possibles que nous n'avons pas vécus, des enfants qui ne sont jamais nés, des matins qui ne se sont jamais levés sur nous, des disputes et des réconciliations qui n'ont jamais eu lieu. Je me suis marié, dit-il soudain, et ces mots me frappent comme une gifle. Ma tasse tremble légèrement quand je la repose. Oh, il y a 8 ans, ça a duré 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sourit, mais c'est un sourire triste. J'étais toujours à moitié ailleurs, toujours à chercher ton visage dans la foule. Sarah était quelqu'un de... Bien, elle méritait mieux qu'un homme hanté par un fantôme. La culpabilité me submerge à nouveau. Je suis désolé, arrête de t'excuser. Il dit ça sans colère, juste avec lassitude. J'ai fait mes choix, comme toi tu as fait les tiens. Sarah a trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui la regarde vraiment. Elle est heureuse maintenant, elle a 2 enfants. Et toi, tu as quelqu'un? Non. Après Sarah, j'ai décidé de prendre du temps pour moi, pour comprendre pourquoi je ne pouvais pas passer à autre chose. C'est ce qui m'a amené ici à chercher non plus dans les rues, mais en thérapie. Cette révélation me surprend. Mathieu, si ancré dans le concret, si réticent à parler de ses émotions, en thérapie, ça t'a aidé? Énormément. J'ai compris que je ne cherchais pas vraiment à te retrouver. Je cherchais une fermeture, une fin à notre histoire qui ne soit pas juste une page déchirée au milieu d'un chapitre. Je hoche la tête, comprenant exactement ce qu'il veut dire. J'ai aussi fait une thérapie pendant des années pour comprendre pourquoi je fuyais tout engagement, toute intimité véritable. Et tu as trouvé des réponses? Certaines. J'ai compris que la peur de ma mère n'était pas la mienne, que je n'étais pas condamné à revivre son histoire. Mais comprendre et changer sont 2 choses différentes. Tu es toujours seul? La question est directe, presque brutale dans sa simplicité. Oui, il y a eu des hommes, quelques relations qui ont duré 1 an ou 2, mais je les gardais, et toujours à distance. Dès que ça devenait trop sérieux, je trouvais une raison de partir. Donc tu n'as pas changé. Si, je le regarde dans les yeux, voulant qu'il comprenne. Je suis consciente maintenant, consciente de mes mécanismes, de mes peurs. Je ne fuis plus en pleine nuit sans explication. Je suis juste, prudente ou prisonnière. La question me transperce. C'est exactement ce que ma thérapeute m'a demandé lors de notre dernière séance, il y a 6 mois, avant que je décide d'arrêter la thérapie, persuadé d'avoir fait tout le chemin nécessaire. Je ne sais pas, j'admets. Les 2 peut-être. Mathieu prend une gorgée de son café, grimaçant légèrement parce qu'il est froid maintenant. Il fait signe à la serveuse d'en apporter un autre. « Tu te souviens de ce que tu disais toujours ?» demande-t-il. « Que les histoires avaient besoin d'une vraie fin, pas d'un point de suspension, mais d'un point final. » Je souris, malgré moi. C'est vrai que je disais ça. C'était mon mantra quand je travaillais sur des manuscrits, quand j'expliquais aux auteurs pourquoi leur fin ne fonctionnait pas. Alors, donnons une fin à notre histoire, dis-je doucement. Une vraie fin, avec un point final. Il me regarde longuement et je vois quelque chose passer dans ses yeux.
De la tristesse peut-être, ou du soulagement, ou les deux mêlés. D'accord, dit-il finalement. Une vraie faim. Mais même en prononçant ces mots, je sens que quelque chose en moi résiste. Quelque chose qui ne veut pas que cette histoire se termine. La serveuse apporte un nouveau café à Mathieu et me propose de réchauffer mon thé. Je décline poliment. Nous sommes là depuis presque 1 heure maintenant, et le café commence à se remplir pour le dîner. Autour de nous, des couples partagent des bouteilles de vin, des amis rient, la vie continue comme si le monde ne venait pas de basculer sur son axe. « Raconte-moi ce que tu as fait pendant toutes ces années, » dit Mathieu. « Pas juste ton travail, toi. Qui es-tu devenu ? C'est une question si vaste, si intime, que je ne sais pas par où commencer. Je suis devenu quelqu'un de stable, de fiable. J'ai un appartement que je possède, pas que je loue. J'ai des habitudes. Je vais au marché le samedi matin, je fais du yoga le mardi et le jeudi, je dîne avec mes amis le vendredi. Ça ressemble à une vie bien organisée, c'en est une. C'est exactement ça. Je joue avec ma cuillère, traçant des cercles invisibles sur la table. Après t'avoir quitté, j'ai vécu dans le chaos pendant un moment. J'ai déménagé 4 fois en 2 ans. J'ai changé de travail 3 fois. Je dormais mal, je mangeais mal. C'était comme si en te quittant, j'avais aussi quitté une partie de moi-même. Quelle partie ? La partie qui savait ressentir les choses pleinement. La passion, l'abandon, la joie, sans retenue. Je lève les yeux vers lui. Avec toi, j'étais vivante d'une manière que je n'ai plus jamais retrouvée. Mais cette vivacité me terrifiait, parce qu'elle ressemblait à celle de ta mère, exactement. J'avais l'impression de perdre le contrôle, de me dissoudre dans toi, et je ne voulais pas finir comme elle, détruite quand l'objet de mon amour disparaîtrait. Mathieu se penche en avant, ses coudes sur la table. Mais je ne serais pas parti, Estelle. Jamais. C'est toi qui es parti. Je sais. Les larmes me brûlent les yeux maintenant, et je ne peux plus les retenir. Je sais, et c'est l'ironie tragique de toute cette histoire. J'ai fui la douleur que je craignais pour m'infliger une douleur bien pire, et je t'ai infligé cette douleur aussi. Il tend la main à travers la table, et cette fois, je ne la retire pas quand ses doigts effleurent les miens. Son toucher est exactement comme dans mes souvenirs, rugueux et doux à la fois, chaud et rassurant. Tu m'as manqué, dit-il simplement. Pas juste au début, tout le temps, chaque jour pendant 15 ans. Ne dis pas ça. Ma voix se brise. S'il te plaît, ne dis pas ça. Pourquoi ? C'est la vérité. Tu as voulu des réponses, de l'honnêteté. Alors voilà, tu m'as manqué comme on manque d'air. Il y a eu des jours où je me demandais comment continuer sans toi. Les larmes coulent librement maintenant, et je m'en fiche. Je suis tellement désolé. Si tu savais à quel point je regrette. Je ne veux pas de regrets. Sa main serre la mienne. Je veux juste comprendre où nous allons à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire ? On est là tous les deux, 15 ans après. On pourrait faire comme si de rien n'était, se dire au revoir et reprendre nos vies séparées. C'était le plan, non ? Avoir notre conversation de fermeture et tourner la page. Mon cœur se serre dans ma poitrine. Oui, c'était le plan. Mais il lit en moi comme il l'a toujours fait. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir te laisser partir à nouveau. Le silence qui suit est électrique. Mathieu me regarde avec une intensité qui me rappelle notre première nuit ensemble, quand il m'avait prise par la main, sous les étoiles provençales, et m'avait embrassé comme si sa vie en dépendait. « Qu'est-ce que tu es en train de dire, Estelle ?» Je ne sais pas. Je secoue la tête, confuse par mes propres émotions. Je suis censé avoir peur. Je suis censé vouloir fuir. C'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Mais là, maintenant, avec toi, je me sens juste fatigué de courir. Alors arrête de courir. Ce n'est pas si simple. J'ai 43 ans, Mathieu. Je suis installé dans ma vie, dans mes habitudes. Et toi aussi. On ne peut pas juste rembobiner 15 ans et reprendre où on s'est arrêté. Je ne te demande pas ça. Il retourne ma main dans la sienne, traçant du pouce les lignes de ma paume. Je te demande juste de ne pas prendre la décision tout de suite, de ne pas décider ce soir que c'est fini. Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'on se revoie, qu'on apprenne à se connaître à nouveau. On n'est plus les mêmes personnes qu'il y a 15 ans. Peut-être que ces nouvelles personnes pourraient construire quelque chose ensemble, ou peut-être que non. Mais au moins, on aurait essayé. L'idée me terrifie et m'excite en même temps.
Revoir Mathieu, pas une fois, pour une conversation de fermeture, mais régulièrement. Ouvrir cette porte que j'ai claquée si violemment il y a 15 ans. J'ai peur, j'avoue dans un souffle. Moi aussi. Son sourire est tendre. Mais peut-être qu'il est temps d'avoir peur ensemble au lieu d'avoir peur seul. Je pense à ma vie rangée, prévisible, sûre. À mes habitudes qui me protègent, mais m'étouffent aussi. À toutes ces années où j'ai choisi la sécurité plutôt que la vie. D'accord, je dis finalement, surprise par ma propre voix. On se revoit, mais lentement, très lentement, aussi lentement que tu veux. Il sourit, et pour la première fois ce soir, c'est le sourire dont je me souviens, celui qui illumine son visage entier. Je t'ai cherché pendant 10 ans, je peux être patient. Nous restons là, nos mains toujours jointes sur la table, pendant que le café bourdonne autour de nous. C'est le début de quelque chose, ou peut-être la continuation de ce qui n'a jamais vraiment pris fin. Je ne sais pas encore. Mais pour la première fois depuis 15 ans, je suis prête à le découvrir. Nous échangeons nos numéros de téléphone avant de quitter le café, et ce geste si simple me semble d'une intimité démesurée. 15 ans après, je tape son nom dans mon répertoire, et je vois qu'il fait de même avec le mien. Mathieu Beaumont. Ces deux mots sur l'écran de mon téléphone me donnent le vertige. « Je t'appelle demain ?» demande-t-il, alors que nous sortons dans la fraîcheur d'octobre. « Pas demain ?» Je resserre mon manteau autour de moi. « Donne-moi quelques jours pour digérer tout ça. » Il hoche la tête, compréhensif. « Vendredi alors, on pourrait se promener au jardin du Luxembourg si tu veux. Un endroit public, neutre. Vendredi, 15 heures. Nous nous tenons là, face à face sur le trottoir, ne sachant pas trop comment nous quitter. Une poignée de main serait ridicule après tout ce que nous venons de partager. Une embrassade semblerait présomptueuse. Finalement, il se penche et dépose un baiser léger sur ma joue, si bref que je me demande presque si je l'ai imaginé. « À vendredi, Estelle. À vendredi. » Je le regarde s'éloigner vers la station de métro, ses épaules carrées disparaissant dans la foule. Puis, je me mets en marche dans la direction opposée vers mon appartement du Marais. Le trajet dure 1 heure, mais j'ai besoin de marcher, de mettre de l'ordre dans mes pensées. Mon téléphone vibre dans ma poche. Claire. Alors, cette réunion avec l'auteur italien. J'avais complètement oublié mon mensonge de ce matin pour expliquer pourquoi je finissais tard. Ça s'est bien passé. Écoute, je peux te rappeler demain? Je suis fatigué, bien sûr. Bisous. Je raccroche, me sentant coupable. Claire est ma meilleure amie depuis 8 ans, mais elle ne sait rien de Mathieu. Rien de ma vie d'avant Paris. Personne ne sait. J'ai construit mon existence parisienne sur une table rase, effaçant tout ce qui précédait. Quand j'arrive chez moi, l'appartement me semble différent, comme si les meubles avaient légèrement bougé pendant mon absence, comme si les murs s'étaient rapprochés. Je me sers un verre de vin blanc et m'installe sur le canapé, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. Mon téléphone vibre à nouveau. Un message, cette fois. Je sais que tu as dit pas avant vendredi, mais j'avais juste besoin de te dire merci. Pour ce soir, pour m'avoir écouté. M. Je fixe le message pendant plusieurs minutes avant de répondre. Merci à toi d'être venu. À vendredi. J'ajoute un point final, puis je l'efface. Je mets un emoji cœur, puis je l'efface aussi. Finalement, je laisse juste le texte nu et j'appuie sur envoyer. Là, je ne dors presque pas. Je reste allongé dans mon lit, fixant le plafond, revivant chaque moment de notre rencontre. Sa voix, ses mains, la manière dont il m'a regardé quand j'ai pleuré. Tout me revient avec une clarté douloureuse. Le lendemain au bureau, je suis incapable de me concentrer. Je lis et relis la même page d'un manuscrit sans en retenir un mot. Mon assistante, Julie, me demande à 3 reprises si je vais bien. C'est juste un mal de tête, je mens. Le jeudi, je craque et j'appelle ma thérapeute, celle que je n'ai pas vue depuis 6 mois. « Estelle, quelle surprise !» dit Dr Arnaud quand elle décroche. « Vous allez bien? J'ai besoin d'une séance urgente. Aujourd'hui, si possible. » Elle doit entendre quelque chose dans ma voix parce qu'elle me case un rendez-vous à 18 heures entre 2 patients. Dans son cabinet familier, assis dans le fauteuil que je connais par cœur, je lui raconte tout. Le métro, Mathieu, notre conversation, le rendez-vous de vendredi. « Et comment vous sentez-vous » demande-t-elle comme toujours. Terrifiée, excitée, coupable.
vivante. Je secoue la tête. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter de le revoir. J'aurais dû lui dire au revoir et reprendre ma vie. Vous le pensez vraiment? Non. J'admets la vérité que je me cache depuis 2 jours. Non, je ne le pense pas. C'est ça qui me fait peur. Après 15 ans à fuir l'intimité, je retrouve cet homme et en 1 heure, je suis prête à tout recommencer. Vous êtes prête à recommencer ou vous êtes prête à essayer? La nuance est importante. À essayer, peut-être. Estelle, vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé lors de notre dernière séance? Vous aviez dit que vous aviez peur de ne jamais pouvoir vous autoriser à aimer à nouveau. Je m'en souviens. Peut-être que Mathieu réapparaissant dans votre vie n'est pas une coïncidence. Peut-être que c'est l'univers qui vous donne une seconde chance. Je ne crois pas aux secondes chances. Alors appelez ça autrement. Une opportunité de faire les choses différemment. D'affronter vos peurs au lieu de les fuir. Je reste silencieuse, digérant ces mots. Vous savez ce qui est intéressant? Continue-t-elle. Pendant toutes nos séances, vous n'avez jamais mentionné de regrets concernant les hommes que vous avez quittés, sauf un, Mathieu. Il était toujours là, en filigrane, dans tout ce que vous disiez, parce que c'était différent avec lui. Exactement, parce que c'était réel. Et le réel fait peur, mais c'est aussi ce qui nous rend vivants. Quand je quitte son cabinet, je me sens un peu plus légère. Pas guérie, pas soudainement courageuse, mais un peu moins seule face à mes démons. Le vendredi arrive trop vite et trop lentement à la fois. Je change de tenue 3 fois avant de partir. Je veux paraître décontracté, mais pas négligé. Joli, mais pas comme si j'avais fait des efforts. Je finis par opter pour un jean, un pull en cachemire beige et mes bottines confortables. J'arrive au jardin du Luxembourg avec 10 minutes d'avance. Il est déjà là, assis sur un banc près de la fontaine Médicis. Quand il me voit, il se lève et mon cœur fait un bond stupide dans ma poitrine. « Tu es venu, dit-il, et je perçois le soulagement dans sa voix. J'ai failli ne pas venir, j'ai changé d'avis au moins 10 fois, mais tu es là. » Il sourit. C'est tout ce qui compte. Nous commençons à marcher le long des allées bordées d'arbres, nos pas trouvant naturellement un rythme commun. Le jardin du Luxembourg en octobre a cette beauté mélancolique qui me serre toujours le cœur. Les feuilles virent au doré. Certaines jonchent déjà les allées de gravier. Des enfants courent autour du bassin avec leurs petits bateaux à voile et leur rire résonne dans l'air frais. « Tu te souviens quand on allait à Aix-en-Provence le samedi ?» demande Mathieu, alors que nous contournons un groupe de touristes. « Tu adorais le marché aux fleurs, les pivoines. » Le souvenir me revient avec une netteté surprenante. J'achetais toujours des pivoines, et tu disais que c'était du gaspillage parce qu'elles ne duraient qu'1 semaine. Et tu répondais que c'était justement pour ça qu'elles étaient belles, parce qu'elles étaient éphémères. Nous marchons en silence pendant un moment, nos épaules se frôlant occasionnellement. C'est étrange comme certains gestes restent familiers, même après 15 ans. Comme si nos corps se souvenaient mieux que nos esprits. Parle-moi de ton travail, je dis. Comment c'est d'être consultant, gratifiant, frustrant parfois? J'aide des agriculteurs à passer au bio, mais beaucoup ont peur du changement. Ils ont peur de perdre leur récolte, leurs revenus. Je dois les convaincre que c'est possible, que ça vaut le coup. Tu aimes convaincre les gens. J'aime voir les choses pousser, que ce soit des plantes ou des idées. Il me jette un regard en coin. Et toi? Comment c'est d'être éditrice? C'est donner naissance à des histoires. Voir un manuscrit brut devenir un livre qui touchera des milliers de lecteurs. C'est magique, même après toutes ces années. Tu travailles sur quoi en ce moment? Un roman d'une jeune autrice. C'est l'histoire d'une femme qui retourne dans son village natal après 20 ans et doit affronter son passé. J'ai un rire sans joie. Ironique, non? La vie imite l'art, ou l'inverse. Nous nous asseyons sur un banc face au théâtre de marionnettes. Des parents attendent avec leurs enfants le début du prochain spectacle. Je regarde une petite fille tenir fermement la main de son père et quelque chose se serre dans ma poitrine. « Tu as des enfants ?» je demande, même si je connais déjà la réponse. « Non, Sarah voulait, mais je n'étais pas prêt. C'est une des raisons pour lesquelles elle est partie. » Il se tourne vers moi. « Et toi ?»« Non, je me disais toujours qu'il y aurait du temps plus tard. Et puis un jour, tu te réveilles et tu as 43 ans. Tu regrettes ? C'est une question que je me pose parfois, tard le soir, quand l'appartement est trop silencieux.
parfois. Mais pour avoir des enfants, il faut d'abord être capable de construire une relation stable. Et je n'ai jamais pu faire ça. À cause de moi? Non. À cause de moi. À cause de mes peurs. Tu étais juste le premier, celui qui m'a montré l'ampleur de ma terreur. Un ballon échappe à un enfant et roule vers nous. Mathieu se lève pour le récupérer et le lance à un petit garçon qui le remercie avec un grand sourire. Je le regarde interagir avec l'enfant et je me demande comment aurait été notre vie si j'étais resté. Nous aurions eu des enfants probablement. Ils auraient eu ses yeux verts et mon amour des mots. « À quoi tu penses ?» demande-t-il. En se rasseyant, à ce qui aurait pu être. On ne peut pas vivre dans les si et les peut-être, Estelle. Je sais, mais c'est difficile de ne pas y penser quand tu es là, en chair et en os, preuve vivante de tous mes mauvais choix. Je ne suis pas une preuve de tes mauvais choix. Je suis juste un homme qui a aimé une femme et qui la cherche depuis. Pourquoi tu as continué? La question sort plus brusquement que je ne le voulais. Pourquoi, après toutes ces années, tu n'as pas juste abandonné? Il prend son temps pour répondre, regardant les marionnettes qui s'agitent maintenant sur la petite scène. Parce que je savais que si je te retrouvais, j'aurais au moins une réponse. Que tu me dises que tu ne m'avais jamais aimé, que c'était juste une passade. Ça aurait été douloureux, mais ça m'aurait libéré. Ne pas savoir, c'était insupportable. Et maintenant que tu sais que ce n'était pas une passade, que j'ai fui par peur et non par manque d'amour, tu es libéré? Non. Sa voix est douce, mais y est ferme. Maintenant, je me demande si on ne pourrait pas avoir une seconde chance. Mon cœur s'emballe. Mathieu, attends. Il lève la main. Je ne te demande rien. Je dis juste ce que je ressens. Tu as passé 15 ans à fuir tes émotions. Moi, j'ai passé 15 ans à chercher les miennes. Je ne vais pas recommencer à les cacher maintenant. C'est injuste. Qu'est-ce qui est injuste? Que tu sois aussi honnête. Ça me force à être honnête aussi. Et c'est si terrible. Je le regarde. Vraiment regarde, les rides au coin de ses yeux, les cheveux gris à ses tempes, les petites cicatrices sur ses mains qui racontent des années de travail. Ce n'est plus le jeune homme que j'ai quitté. C'est un homme qui a vécu, qui a souffert, qui a grandi. Je ne sais pas qui je suis quand je suis avec toi, j'avoue dans un souffle. J'ai construit cette version de moi-même si soigneusement, si méticuleusement. Et en 1 heure dans un café, tu as fait trembler toutes ces fondations. Peut-être que cette version de toi-même a besoin de trembler un peu, ou peut-être qu'elle va s'effondrer complètement. Et si elle s'effondrait, qu'est-ce qui se passerait? La question me fait réfléchir. Qu'est-ce qui se passerait vraiment? Le monde continuerait de tourner, je continuerais de respirer. Peut-être que je découvrirais qui je suis vraiment sous toutes ces couches de protection. Je ne sais pas, je dis finalement. Et c'est ça qui me terrifie. Alors restons dans le pas savoir pour le moment. Il se lève et me tend la main. Viens, allons marcher encore un peu. Je prends sa main et nous reprenons notre promenade à travers le jardin. Les semaines qui suivent prennent un rythme étrange et nouveau. Mathieu et moi nous voyons 2 fois par semaine. Le mercredi soir pour dîner dans de petits restaurants qu'il découvre grâce à son travail et le dimanche après-midi pour nous promener. Nous explorons Paris comme des touristes dans notre propre ville, visitant des lieux que nous n'avions jamais pris le temps de voir. Il me parle de son travail, des fermes qu'il conseille, de ses projets pour développer un réseau d'agriculture régénérative en Île-de-France. Je lui parle des manuscrits que je lis, des auteurs avec qui je travaille, de cette jeune écrivaine algérienne dont le premier roman va sortir au printemps. Nous parlons de tout sauf de nous. C'est une danse prudente, un équilibre fragile où nous apprenons à nous connaître dans le présent sans trop remuer le passé. Mais le passé finit toujours par nous rattraper. C'est un dimanche après-midi, début novembre. Nous marchons le long du canal Saint-Martin, regardant les péniches glisser doucement sur l'eau. Le ciel est gris, menaçant, et l'air sent la pluie. Il va pleuvoir, dit Mathieu en levant les yeux. On devrait peut-être s'abriter quelque part. Nous nous réfugions dans un petit café, juste au moment où les premières gouttes commencent à tomber. C'est un endroit chaleureux, avec des murs couverts de livres et une odeur de café qui me rappelle les dimanches d'automne en Provence. « Tu te souviens des dimanches pluvieux à la ferme ?» demande Mathieu, comme s'il lisait dans mes pensées. On restait au lit,
toute la journée. Mon cœur se serre. Nous avons évité ce genre de souvenirs jusqu'à maintenant, ces moments intimes qui appartiennent à une autre vie. Je me souviens, je murmure, on lisait. Tu avais toujours 3 livres en cours en même temps, et tu ne te rappelais jamais de quelle histoire tu me parlais. Malgré moi, je souris. Tu te moquais de moi, parce que c'était adorable. Tout chez toi était adorable. Le silence qui suit est chargé de tout ce que nous n'avons pas dit. La pluie tambourine contre la vitre, créant un cocon autour de nous. Mathieu, je commence, mais je ne sais pas comment continuer. Je sais. Il pose sa main sur la table, paume ouverte, une invitation. On ne peut pas continuer à danser autour du sujet éternellement. Qu'est-ce qu'on fait alors? On arrête de faire, semblant qu'on se connaît à peine. On arrête de se comporter comme 2 vieux amis qui ont perdu contact. On reconnaît ce qu'on est vraiment. Et qu'est-ce qu'on est? 2 personnes qui se sont aimées profondément, qui ont été séparées par la peur et qui ont une chance de recommencer. Je ferme les yeux, sentant les larmes menacées. J'ai tellement peur, je sais, moi aussi. Comment tu peux vouloir recommencer avec moi après ce que je t'ai fait? Parce que je comprends maintenant. Parce que tu n'étais pas méchante, tu étais juste terrifiée. Et parce que 15 ans plus tard, je suis toujours amoureux de toi. Ces mots tombent entre nous comme une bombe. Il vient de dire ce que nous pensions tous les deux, mais n'osions pas formuler. Tu ne peux pas être amoureux de moi. Je proteste faiblement. Tu ne me connais même plus. Je connais l'essentiel. La manière dont tu penches la tête quand tu réfléchis. Le son de ton rire quand tu es vraiment heureuse. La façon dont tu mords ta lèvre inférieure quand tu es nerveuse, comme maintenant. Je porte instinctivement ma main à ma bouche et il sourit. Tu vois, certaines choses ne changent pas. Mais tellement de choses ont changé, Mathieu. Nous avons changé. Bien sûr qu'on a changé. On a 43 et 46 ans. On a vécu 15 ans chacun de notre côté. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire quelque chose maintenant. Et si je refuis? Et si dans 6 mois, 1 an, je panique à nouveau et je disparais? Alors je serai triste, mais au moins j'aurai essayé. On aura essayé. Il se penche en avant. Estelle, tu as passé 15 ans à te protéger de la douleur. Et tu as quand même eu mal, n'est-ce pas? Les larmes coulent maintenant, silencieuses. Oui, alors peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose, de prendre le risque. Je ne sais pas comment faire. On le fait ensemble, un jour à la fois, sans promesses impossibles, sans projet à long terme. Juste nous deux, voyant où ça nous mène. Je le regarde à travers mes larmes, cet homme patient qui m'a cherché pendant 10 ans, qui m'a donné l'espace dont j'avais besoin, qui me demande maintenant de faire un pas vers lui. Je ne veux pas te faire mal à nouveau, alors ne le fais pas. Reste cette fois, même quand ça devient difficile, même quand tu as peur. La pluie redouble d'intensité dehors, créant un rideau liquide entre le café et le reste du monde. C'est comme si nous étions suspendus dans le temps, dans cet espace où tout est encore possible. D'accord, je murmure, surprise par ma propre voix. On essaie, lentement, très lentement, aussi lentement que tu veux. Il tend la main à travers la table, et cette fois, je la prends vraiment. Pas un effleurement, pas un geste hésitant, mais nos doigts qui s'entrelacent complètement. Je suis terrifié, j'avoue. Moi aussi, il sourit. Mais peut-être qu'on peut être terrifiés ensemble. Nous restons là, mains jointes sur la table, pendant que la pluie lave Paris dehors. C'est le début de quelque chose de nouveau, ou peut-être la continuation de quelque chose d'ancien. Je ne sais pas encore, mais pour la première fois depuis 15 ans, je suis prête à le découvrir. Quand nous quittons le café, la pluie s'est transformée en crachin. Mathieu me raccompagne jusqu'à mon appartement et devant ma porte, il m'embrasse sur la joue, comme toujours. Mais cette fois, avant qu'il ne s'éloigne, je prends son visage entre mes mains et je l'embrasse vraiment. Un baiser doux, hésitant, qui goûte la pluie et le café et 15 ans de regrets. Quand je me recule, ses yeux sont fermés. Bonne nuit, Mathieu. Bonne nuit, Estelle. Je le regarde partir dans la nuit parisienne et je sais que tout vient de changer. Les choses progressent doucement, prudemment, comme 2 animaux blessés qui apprennent à se faire confiance à nouveau. Mathieu m'invite chez lui pour la première fois un samedi soir, début décembre. Il habite un appartement dans le 11e arrondissement, près de la place de la République.
C'est un espace lumineux avec de grandes fenêtres et des étagères remplies de livres sur l'agriculture et la botanique. C'est beau, je dis en regardant autour de moi. Des plantes en pot occupent chaque surface disponible. On dirait une serre, je ne peux pas m'en empêcher. Il sourit. Même en ville, j'ai besoin de voir des choses pousser. Il cuisine pour moi, un plat provençal avec des herbes qu'il a fait pousser sur son balcon. Pendant que nous mangeons, il me parle d'un projet qui lui tient à cœur, la création d'un jardin communautaire dans le 19e arrondissement. On veut montrer aux citadins qu'ils peuvent cultiver leurs propres légumes, même avec peu d'espace. C'est important, surtout maintenant, avec le changement climatique. Je l'écoute parler avec passion de permaculture et de résilience alimentaire, et je me rends compte que je n'ai jamais cessé d'aimer cette intensité chez lui, sa capacité à se donner complètement à ce qui compte pour lui. « Tu veux venir voir le site la semaine prochaine ?» demande-t-il. « Ce n'est pas grand-chose pour l'instant, juste un terrain vague, mais j'aimerais te montrer ce qu'on veut en faire. Oui, j'aimerais ça. » Après le dîner, nous nous installons sur son canapé avec du thé. Il met de la musique, du jazz doux qui remplit l'appartement. C'est la première fois que nous sommes vraiment seuls ensemble depuis nos retrouvailles, et la tension est palpable. « À quoi tu penses ?» demande-t-il après un long silence. « À quel point c'est étrange d'être ici, avec toi, après tout ce temps. Étrange dans le bon sens ou le mauvais. Je ne sais pas encore. » Je pose ma tasse. « Mathieu, il faut que je te dise quelque chose. » Son visage se ferme légèrement, comme s'il se préparait à un coup. « D'accord, j'ai parlé de toi à mes amis, à Claire et Dominique. Elles savent tout maintenant. Mon passé, la Provence, pourquoi je suis parti, comment elles ont réagi. Claire était furieuse que je ne lui en ai jamais parlé. Dominique était juste triste que j'ai porté ça toute seule pendant si longtemps. » Je souris faiblement. « Mais elles sont contentes que je te donne une chance, que je nous donne une chance. Et ta thérapeute, elle dit que c'est un risque calculé, que je dois être vigilante sur mes mécanismes de fuite, mais que je dois aussi me permettre de vivre. » Il prend ma main, entrelaçant ses doigts avec les miens. « Et toi, qu'est-ce que tu penses ? » Je pense que j'ai peur, mais je pense aussi que j'ai été malheureuse pendant 15 ans parce que j'avais trop peur. Alors, peut-être qu'il est temps d'avoir peur et d'essayer quand même. « Tu sais ce qui m'aide quand j'ai peur ?» dit-il doucement. « Je pense au pire scénario possible, et je me demande si je pourrais survivre. Et tu peux toujours survivre ? Jusqu'à maintenant, oui. J'ai survécu à ton départ. J'ai survécu à toutes ces années de recherche. J'ai survécu à l'échec de mon mariage. Alors oui, je pense que je pourrais survivre si ça ne marchait pas entre nous. Mais tu aurais mal. Oui, mais j'aurais mal en sachant que j'ai essayé. C'est différent de la douleur de ne pas avoir tenté. Je m'appuie contre lui, laissant ma tête reposer sur son épaule. C'est un geste simple, mais pour moi c'est énorme. Me permettre cette vulnérabilité, cette proximité. Je ne sais pas comment être en couple, j'avoue. Je ne l'ai jamais vraiment été, même avec toi. Je fuyais déjà à l'époque, je ne m'en rendais juste pas compte. Alors on apprend ensemble. Il n'y a pas de mode d'emploi, et si je fais tout de travers, alors tu feras tout de travers et on corrigera le tir. Il embrasse mes cheveux. Estelle, arrête de chercher des raisons pour que ça ne marche pas. Essaie juste d'être présente. Être présente. 2 mots si simples, si impossibles. J'ai passé 15 ans à être ailleurs, dans ma tête, dans mes peurs, dans mes mécanismes de protection. Être ici, maintenant, avec lui, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Raconte-moi quelque chose. Je dis, quelque chose que je ne sais pas sur toi, sur l'homme que tu es devenu. Il réfléchit un moment. J'ai appris à méditer, il y a 5 ans, après mon divorce. Au début, je trouvais ça ridicule, mais ça m'a sauvé la vie. Ça m'a appris à être présent, justement, à ne pas vivre dans le passé ou dans le futur. Tu médites tous les jours, tous les matins, 20 minutes. C'est devenu aussi essentiel que le café. Cette image de Mathieu méditant me surprend et me touche en même temps. L'homme que j'ai connu était toujours en mouvement, toujours occupé. Cette nouvelle version, plus calme, plus centrée, m'intrigue. Apprends-moi, je dis impulsivement. Maintenant, pourquoi pas ? Il sourit et nous nous installons en face l'un de l'autre sur le canapé, jambes croisées. Ferme les yeux, respire, c'est tout. Juste remarquer ta respiration qui entre et qui sort.
Je ferme les yeux et j'essaie, mais mon esprit est une tempête de pensées. Suis-je en train de bien respirer? Est-ce que je fais ça correctement? Qu'est-ce qu'il pense de moi en ce moment? Ton esprit vagabonde, c'est normal, dit sa voix douce. Remarque juste où il va et ramène-le gentiment à ta respiration. Nous restons ainsi pendant ce qui semble être une éternité, mais n'est probablement que quelques minutes. Et lentement, quelque chose se relâche en moi. Juste un peu. Juste assez pour que je sente la chaleur de sa présence, sans paniquer. Quand j'ouvre les yeux, il me regarde avec une tendresse qui me bouleverse. « Comment tu te sens? Bizarre, bien, je ne sais pas, c'est parfait. » Il prend mon visage entre ses mains. « Tu es parfaite. » Non, je ne le suis pas. Je suis cassé et effrayé et probablement incapable d'avoir une relation normale. Personne n'est normal, Estelle. On est tous cassés d'une manière ou d'une autre. L'important, c'est de trouver quelqu'un dont les morceaux cassés s'emboîtent avec les nôtres. Alors il m'embrasse, vraiment m'embrasse, et 15 ans disparaissent. Je me réveille. Dans le lit de Mathieu, la lumière de décembre filtrant à travers les rideaux. Il dort encore, son bras autour de ma taille, sa respiration régulière contre mon cou. Pour la première fois depuis 15 ans, je ne ressens pas le besoin urgent de fuir. La nuit dernière, nous avons fait l'amour lentement, prudemment, redécouvrant nos corps qui ont changé mais se reconnaissent encore. C'était à la fois familier et nouveau, chargé de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui pourrait être. Je me retourne doucement pour le regarder. Ses cheveux sont ébouriffés, ses traits détendus dans le sommeil. Il a l'air jeune comme ça, vulnérable. J'ai envie de tracer du doigt les lignes de son visage, de mémoriser cette image. Comme s'il sentait mon regard, il ouvre les yeux. « Salut !» murmure-t-il, sa voix rauque de sommeil. « Salut, tu es encore là. » Ce n'est pas une question, plutôt une constatation pleine de soulagement. Je suis encore là. Il m'attire contre lui, et nous restons ainsi pendant un long moment, juste à respirer ensemble. C'est paisible d'une manière que je n'ai jamais connue. J'ai pensé à quelque chose, dit-il finalement. Pour Noël, tu te rappelles la maison en Provence? Mon cœur se serre. Tu l'as toujours? Non, je l'ai vendue. Mais mon frère habite toujours là-bas. Il a une maison à Lourmarin. Il m'a invité pour les fêtes, et j'ai pensé que peut-être, si tu voulais, on pourrait y aller ensemble. La Provence. Retourner là où tout a commencé, là où tout s'est effondré. L'idée me terrifie et m'attire en même temps. Je ne sais pas si je suis prête, c'est juste une idée. On n'est pas obligé. Mais quelque chose dans son ton me dit que c'est important pour lui, que c'est une manière de boucler la boucle, de retourner là-bas ensemble au lieu de fuir séparément. Laisse-moi y réfléchir. Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. Nous nous levons, et il prépare le petit déjeuner pendant que je prends une douche. Quand j'émerge de la salle de bain, habillé de ses vêtements trop grands pour moi, je le trouve en train de presser des oranges. Tu te rappelles que je déteste le jus d'orange le matin? Je taquine. Il lève les yeux, surpris. « Ah merde, tu as raison. J'avais oublié. Tu préfères du thé? Du thé, c'est parfait. » C'est un moment si simple, si domestique, mais il me remplit d'une douceur inattendue. Être ici, dans sa cuisine, partager un petit déjeuner un dimanche matin. Des choses normales que les couples normaux font tout le temps. Mon téléphone vibre sur le comptoir. Claire. « Alors, comment ça s'est passé hier soir? Tu peux parler? » « Oui, je peux parler. C'était bien, juste bien. » Je peux entendre son sourire à travers le téléphone. « Très bien, incroyablement bien. Tu es restée? » « Je suis restée. » « Estelle Moreau, tu es en train de me dire que tu as passé la nuit chez un homme et que tu n'as pas fui au milieu de la nuit? C'est exactement ce que je te dis. Je suis fier de toi. Vraiment. Je sais combien c'est difficile pour toi. » Mathieu me tend une tasse de thé fumant et je lui souris en retour. « Je dois y aller, Claire. On se voit cette semaine? Bien sûr. Bisous. » Je raccroche et je rejoins Mathieu à table. Nous mangeons en silence confortable, lisant le journal, partageant des morceaux de croissant. « À quoi tu penses ?» demande-t-il après un moment. « À combien c'est étrange que ça ne soit pas étrange. Être ici avec toi, comme ça devrait me faire paniquer, mais ça ne le fait pas. C'est un progrès énorme. » Je pose ma tasse. « D'accord quoi, pour la Provence, pour Noël, allons-y. » Son visage s'illumine. « Tu es sûr? Non, mais je pense que c'est important.
de retourner là-bas ensemble, de montrer que le passé ne nous contrôle plus. Il se lève et vient m'embrasser, ses mains dans mes cheveux. Merci, ne me remercie pas encore. Je pourrais changer d'avis 10 fois d'ici là, et je t'aimerai quand même. Ces mots qui me terrifiaient tant. Maintenant, ils me remplissent juste de chaleur. Les semaines avant Noël passent dans un flou heureux. Nous voyons nos amis respectifs. Je le présente à Claire et Dominique qui l'adorent immédiatement. Il me présente à ses collègues, à ses amis du jardin communautaire. Nous construisons lentement un réseau autour de notre relation, des racines qui la rendent réelle. Le 23 décembre, nous prenons le TGV pour Marseille, puis louons une voiture pour aller à Lourmarin. Le paysage provençal défile par la fenêtre, et avec chaque kilomètre, je sens quelque chose se défaire en moi. Pas de la panique, mais une sorte de libération. « Tu vas bien ?» demande Mathieu en conduisant. « Oui, c'est juste, émotionnel. Je n'ai pas remis les pieds ici depuis 15 ans. On peut faire demi-tour si tu veux. » « Non, j'ai besoin de faire ça. » Quand nous arrivons chez son frère, une maison en pierre au milieu des vignes, je suis accueilli chaleureusement. Pierre ressemble à Mathieu, mais en plus jovial, plus expansif. Sa femme, Marie, me serre dans ses bras comme si elle me connaissait depuis toujours. « Mathieu nous a tellement parlé de vous, » dit-elle en me guidant vers l'intérieur. « Nous sommes si heureux qu'il vous ait retrouvé. » Le dîner est bruyant, rempli de rires et de conversations qui se chevauchent. Les 3 enfants de Pierre et Marie courent partout, remplissant la maison de vie. Je regarde Mathieu jouer avec sa nièce de 5 ans, la faisant tourner dans les airs, et quelque chose se serre dans ma poitrine. Plus tard, quand nous sommes seuls dans la chambre d'amis, je lui demande « Tu regrettes de ne pas avoir d'enfant ? Parfois, mais on ne peut pas vivre dans les regrets. » Il m'attire dans ses bras. « Et toi ? Je me dis que j'ai manqué quelque chose d'important, mais peut-être que j'ai aussi gagné autre chose. La liberté, l'indépendance, ma carrière. On peut avoir les deux, tu sais, si on le voulait. » Mon cœur s'arrête. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Je dis juste que 43 ans, ce n'est pas trop. Vieux, si jamais tu voulais, un jour, peut-être. » Mathieu, je ne te demande rien, je dis juste que c'est une possibilité, un futur possible parmi d'autres. Je l'embrasse pour le faire taire, mais aussi parce que l'idée d'un futur avec lui, d'enfant, de vie partagée, ne me terrifie plus autant qu'avant. Elle me semble juste possible, et c'est déjà énorme. Là, nous faisons l'amour doucement, et je sais que quelque chose a changé définitivement en moi. Je ne fuis plus, je suis là, présente, et je reste. Le matin de Noël, je me réveille avant Mathieu et je descends dans la cuisine. Marie est déjà là, préparant le café. « Vous avez bien dormi ?» demande-t-elle avec un sourire complice. « Très bien. Merci de nous accueillir. C'est un bonheur. Mathieu a l'air tellement heureux. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis. Eh bien, depuis vous, je suppose. » Nous sortons sur la terrasse avec nos cafés. Le soleil se lève sur les vignes, peignant le ciel en rose et or. L'air est frais mais doux, chargé du parfum du romarin et du thym. « Vous savez, » dit Marie après un moment, « je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais quand vous êtes parti il y a 15 ans, Mathieu s'est effondré. Pierre a dû le ramasser morceau par morceau. Pendant des années, on a cru qu'il ne s'en remettrait jamais. La culpabilité me serre la gorge. Je suis désolé, ne le soyez pas, parce que maintenant, vous êtes de retour. Et cette fois, vous restez, n'est-ce pas ?» Je regarde les vignes, puis je me tourne vers elle. « Oui, cette fois, je reste. » Plus tard dans la matinée, Mathieu et moi partons nous promener dans les champs de lavande endormis pour l'hiver. Le vent souffle doucement, portant les souvenirs d'été passé. « Tu te souviens de cette nuit où nous avons dansé ici ?» demande-t-il. « Sous les étoiles, sans musique, je me souviens de tout. » Il s'arrête et me prend les mains. « Estelle, je ne veux pas te presser. Je ne veux pas te faire peur, mais je dois te dire quelque chose. » Mon cœur s'emballe, mais cette fois, ce n'est pas de la panique, c'est de l'anticipation. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, et je veux passer le reste de ma vie avec toi, quel que soit le temps que ça prendra, quelle que soit la forme que ça prendra. Les larmes coulent sur mes joues, mais ce sont des larmes de joie. Je t'aime aussi, et j'ai peur. Je serai probablement toujours un peu effrayé, mais je veux essayer. Je veux construire une vie avec toi. Il m'embrasse sous le ciel provençal,
entouré de lavande endormie, qui fleurira à nouveau au printemps, comme nous, comme notre amour qui a survécu à 15 ans de séparation pour s'épanouir à nouveau. Nous retournons à Paris après Noël, mais quelque chose a changé. Nous ne sommes plus deux personnes séparées qui se rencontrent prudemment. Nous sommes un couple, imparfait et fragile peut-être, mais réel. 6 mois plus tard, je quitte mon appartement du Marais pour emménager avec Mathieu. Claire m'aide à emballer mes affaires et elle trouve une vieille photo de moi en Provence, jeune et souriante. « C'était toi, dit-elle. Avant que tu ne t'enfuis, c'est moi maintenant, je corrige, après être revenu. Et c'est vrai, je suis revenu, pas seulement à Mathieu, mais à moi-même, à la femme qui s'est aimée sans se perdre, à la femme qui peut être terrifiée et courageuse en même temps. Là, dans notre appartement rempli de plantes et de livres, Mathieu me serre dans ses bras et murmure « Je suis content de t'avoir. Cherché pendant 10 ans. Moi aussi, je réponds. Moi aussi. Et je le pense vraiment. Parce que parfois, les meilleures histoires sont celles qui se terminent pour mieux recommencer. »